Bonjour à tous, merci d'être là, merci de m'avoir invité. Je ne vous présenterai pas Thierry de Montbrial, que vous connaissez tous très bien. Et nous allons maintenant parler de ce numéro absolument passionnant de Ramsès. On a déjà traité dans la table ronde précédente la guerre de l'information. Maintenant, on va revenir un peu sur l'architecture plus générale, sur l'introduction, avec cette question qui est posée explicitement dans un des premiers chapitres. Sommes-nous dans un moment de basculement du monde? Sommes-nous dans un moment de changement de temps? C'est le titre du chapitre qui évoque... Alors c'est une parallèle un peu facile qui mérite d'être questionné. Août 14, mais quand même c'est quelque chose que tout le monde a en tête, hein, comme le dit très bien Thierry de Montbrial dans son introduction. Jamais le monde n'a été à la fois aussi interdépendant et aussi vulnérable au choc. Et les chocs, évidemment, n'ont pas manqué, et le premier desquels a été l'élection surprise de Donald Trump. Alors aujourd'hui, bon, il y a une certaine normalisation, on espère une certaine normalisation, qu'il soit un peu repris en main par son équipe, par ses généraux qui l'entourent et qui verrouillent plus ou moins le Conseil national de sécurité, la défense, donc McMaster, Kelly, Mattis, mais en même temps, Donald Trump reste profondément imprévisible. Son caractère continue à poser beaucoup de problèmes. La politique américaine étrangère, 8 mois après son installation à la Maison-Blanche, reste pour le moins illisible. Alors nous allons commencer justement peut-être par là. Winston Churchill, qui est toujours un réservoir d'excellentes citations, faisait la différence entre les optimistes et les pessimistes. Il disait qu'un pessimiste voit avant tout les difficultés dans une opportunité, alors qu'un optimiste voit les opportunités dans toute difficulté. Et Thierry de Montbrial se range manifestement du côté des optimistes. D'ailleurs, il dit à un moment, vous affirmez, comme ça, justement dans l'introduction, les grands fauves de la politique internationale sont rationnels, vous évoquiez Erdogan, Poutine, Trump, même quand ils ont le sang chaud, comme Trump et Erdogan. Alors, est-ce que finalement, jouons le paradoxe, est-ce que Trump, malgré lui, malgré tous les risques, ne peut-il pas aussi être une chance pour le monde tel qu'il est, et y compris pour les Européens? Oui. Oui. Bon. Alors, merci, on se sent déjà un peu mieux. Alors, je crois d'abord que bon, Trump est évidemment un personnage extraordinaire. D'ailleurs, ça fait assez bien le lien avec la première partie du débat, parce que c'est un homme qui a un sens assez exceptionnel de la communication et manifestement aussi, malgré son âge, un sens exceptionnel de l'utilisation des technologies modernes, les réseaux sociaux, médias sociaux, etc. etc. Bon. Et je pense qu'il est tout sauf un imbécile. Alors je crois que les gens qui pensent qu'il est un imbécile prennent eux-mêmes le risque d'être qualifiés d'imbéciles. Il faut toujours faire très attention quand on traite les autres d'imbéciles. Il n'est en tout cas d'aucune manière fou. Alors effectivement, vous venez de mentionner ça, je ne crois pas à la folie des leaders, les leaders fous, c'est un fantasme. Je crois que Kadhafi n'était pas fou du tout, et je crois que Kim Jong-un n'est absolument pas fou. Je crois même qu'il est un excellent stratège. On pourra peut-être en parler plus tard. Voilà. Alors, deux choses sur Trump. La première, c'est qu'il n'a pas fait d'erreurs catastrophiques jusqu'ici. Et là, vous me direz, il n'a pas fait grand-chose, il a beaucoup agité, il est allé dans un sens, dans un autre, etc. Mais il n'a pas, j'ai envie de dire encore, fait d'erreurs catastrophiques. Et parfois, ne pas faire d'erreurs est déjà une forme de réussite. Et on peut dire aussi que son côté imprévisible est d'une certaine façon une force, parce que vis-à-vis de ses interlocuteurs, hésitent et ne savent pas jusqu'à où ils peuvent aller. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai aussi que ce côté deal-maker, sur lequel on a beaucoup glosé, mais enfin, il vient apparemment de réussir tout de même un assez joli coup sur la question des plafonds budgétaires, où il a réussi à embobiner complètement les démocrates et à diviser les républicains, ce qui est assez paradoxal, mais tout ceci en utilisant à son avantage le drame des cyclones. Bon.
Alors effectivement, je pense que c'est peut-être, d'ailleurs ce que je dis est assez banal sur ce point, je crois que c'est peut-être une opportunité pour l'Union européenne, c'est-à-dire la prise de conscience de ce que beaucoup d'entre nous connaissons depuis longtemps, en particulier les gens qui se réclament un minimum de la tradition gaulliste, c'est-à-dire qu'on ne peut s'en remettre à aucun pays, fût-ce les États-Unis, pour sa sécurité indéfiniment. Bon. Il est temps de comprendre que, même d'ailleurs de se rappeler l'histoire, on parlait de mémoire tout à l'heure, mais les États-Unis, nous avons toutes sortes de liens avec les États-Unis, c'est tout à fait clair, mais on ne peut pas construire à long terme notre avenir, nous étant la France, mais nous étant l'Europe plus généralement, en faisant l'hypothèse que quoi qu'il arrive, les Américains viendront à notre secours. Et on voit bien d'ailleurs que sur le plan économique, entre autres, ils jouent le plus cyniquement possible, d'ailleurs, de leurs intérêts. C'est la réalité des relations internationales. Alors reste la question, est-ce que nous saurons saisir l'opportunité? C'est une autre question. Parce que d'une certaine façon, Trump est la continuité, à bien des égards, de ce qui avait déjà été amorcé par Barack Obama, c'est-à-dire de cette espèce de désengagement au point de vue sécuritaire, relatif, disons, des États-Unis par rapport à l'Europe. Alors là, vous avez aussi des constantes. C'est pourquoi la connaissance une connaissance minimale de l'histoire est essentielle. Mais ces cycles d'isolationnisme ou d'interventionnisme... On a parlé de moment jacksonien à propos de Trump, en référence à ce président américain qui avait été le premier théoricien de l'unité. C'est presque aussi élégant que les citations latines de Dominique David. Donc, mais en effet, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces mouvements ne vont jamais à l'extrême. Je suis de ceux qui croient que, par exemple, quand on parle, quel que soit le sujet, la tendance, la mondialisation, vous pouvez prendre tous les sujets, il y a des tendances, mais les tendances ne vont jamais jusqu'au bout parce qu'il y a des forces, des contre-forces qui se mettent en marche pour que ça reparte en sens inverse. Alors, il est certain que Trump est arrivé avec des idées relativement isolationnistes sur le plan politique ou sécuritaire, mais manifestement très interventionniste sur le plan économique, dans son vocabulaire de businessman. Bon. Et il est bien obligé de se rendre compte que l'isolationnisme, c'est impossible. Les États-Unis ne peuvent pas, à notre époque, en raison de leur propre intérêt, être totalement isolationnistes. De ce point de vue-là, d'ailleurs, l'attitude vis-à-vis de la question de l'Ukraine, l'attitude de la Corée du Nord sont des illustrations parfaites. Et de la même manière, en sens inverse, les tendances interventionnistes se sont aussi toujours, en général, se sont heurtées à des échecs. Hein. Par exemple, la politique de George W. Bush au Moyen-Orient, le Greater Middle East, etc., s'est heurtée tout simplement à l'échec. Alors, si on fait un premier bilan, on a beaucoup parlé des interventions russes dans la campagne électorale américaine, du fait que Poutine aurait tout fait, ou les Russes, donc Poutine aurait tout fait pour que, justement, Hillary Clinton soit battue et Trump gagne. Finalement, si on fait un premier bilan, est-ce que vraiment Poutine a des raisons d'être content de Trump? On a l'impression plutôt du contraire. C'est en effet l'excellente question. Alors, moi, je dois dire que j'ai toujours été... Alors, je sais bien que mes adversaires aujourd'hui me qualifient de néo-communiste. Il y a quelques années, j'étais qualifié plutôt d'horrible atlantiste, etc. Bon, tout ceci m'honore et fait partie de ces mouvements de balancier dont nous parlions. Mais Poutine est un homme exceptionnellement intelligent, je crois qu'il faut le reconnaître, etc. Mais je crois qu'on lui en prête trop, parce qu'on lui en prête doublement trop. D'une part, parce que si vraiment Poutine est capable de manipuler les États-Unis, les élections américaines à ce point-là, c'est qu'il est un super génie. Enfin, moi, mais il y avait quand même eu des peurs affirmées ouvertement aussi bien à Berlin qu'à Paris. À Paris pendant les dernières élections, un peu avant, et à Berlin là pour les prochaines élections, des interventions indirectes russe je ne nie pas qu'il y ait eu des peurs.
D'ailleurs, il y a beaucoup de peurs en général. Mais et je ne nie d'ailleurs pas non plus qu'il y ait pu y avoir des officines à droite et à gauche qui fassent ce genre de choses, mais pas seulement en Russie, entre parenthèses, partout. Personne ne croira que les Américains sont inactifs dans ce domaine vis-à-vis de leurs propres adversaires et parfois même partenaires d'ailleurs. Bon. Mais surtout pas ça. C'est que si effectivement parce qu'on symbolise, Poutine a lui-même le soir manipulé, voulu chercher à manipuler. C'est quand même un pays tenu, de façon. Sérieusement. Écoutez, s'il était si bien tenu que ça serait mieux passé depuis une vingtaine d'années, depuis quelques décennies. Moi, je ne prétends pas connaître très bien la Russie, je la connais suffisamment pour savoir que c'est le bordel. Pardonnez-moi, mais la Russie, c'est un mythe, la Russie. C'est un pays extrêmement... c'est pas si facile que ça. Alors, bien entendu, il y a des méthodes policières, il y a tout ce que vous voulez, mais enfin, n'exagérons pas ça. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que si véritablement il y avait eu une arrière-pensée stratégique en pensant que Trump serait le président qui se comporterait très amicalement avec la Russie, etc. Si tel est le cas, reconnaissons qu'il s'est lourdement trompé. Hein, voilà. Et à ce moment-là, réjouissons-nous, parce que ça veut dire que Poutine est un mauvais stratège. Absolument. Donc vous êtes optimiste. Donc je suis objectif. Voilà. Alors, justement, revenons toujours à cette question de Trump. Ou en tout cas réaliste. Revenons toujours un peu à cette question de Trump. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas quand même un risque, indépendamment même admettons qu'il rentre un peu dans la norme, etc., quand même que vous évoquez d'ailleurs, d'une profonde et peut-être durable dégradation du soft power américain? Parce que ce qui est quand même un élément fondamental de l'hégémonie américaine. Et là, Trump, en termes d'image, c'est quand même pas magnifique dans l'arène internationale. Alors ça, je crois que tout le monde en convient, et en particulier nos amis de Harvard, etc., y compris Joe Nae, qui s'est rendu célèbre par ce concept de soft power, qui d'ailleurs n'est pas spécialement nouveau, comme beaucoup de choses dont on parle. La notion de soft power correspond à une réalité très, très ancienne. Enfin, ça s'appelle avoir bonne réputation, en gros. Mais évidemment, les États-Unis en prennent un coup. Mais vous savez, il ne faut pas non plus trop exagérer. Rappelez-vous les États-Unis à l'époque de la guerre du Vietnam. Le soft power, on ne parlait pas de soft power à ce moment-là, mais le soft power américain était durement affecté, pour dire le moins, par la guerre du Vietnam. Et je pense, et vous me direz encore que je suis optimiste, mais je pense qu'il y a un moment Trump. Bon, personne ne peut dire aujourd'hui comment évoluera la présidence Trump. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'une procédure d'impeachment soit pour demain. Donc peut-être que ça se finira entre guillemets bien, peut-être que ça se finira pas bien. Mais ce que je crois en revanche, c'est que les institutions américaines sont des institutions extrêmement solides. Et elle le montre là. Et elle le montre. Et il faut voir qu'il ne faut jamais oublier que... moi, je me souviens d'une conversation dans mon jeune temps avec Stanley Hoffman, et on discutait de la question de savoir comment définir, un sujet d'ailleurs pour la France aussi, comment peut-on définir l'identité d'un pays, l'identité nationale. Il m'avait fait cette réponse que j'ai toujours reprise à mon compte. Il m'avait dit... Pour les États-Unis, vous avez besoin d'un seul mot, c'est la Constitution. Pour la France, vous avez besoin de deux mots, l'État et la langue. C'est très profond. Les États-Unis, c'est d'ailleurs pour ça qu'en l'an 2000, la première élection de George W. Bush, beaucoup d'interprètes, commentateurs se sont lourdement trompés, parce qu'ils disaient que comme George W. Bush avait eu une minorité de suffrage populaire, ce qui d'ailleurs a été le cas aussi pour Trump, puis ensuite il y a eu cette contestation sur la Floride, on a dit mais enfin c'est pas possible qu'un homme soit légitime en étant élu par la Cour suprême, puis la Cour suprême s'est prononcée, puis on s'est dit enfin c'est pas possible
qu'il soit légitime en étant élu à une voix de majorité par la Cour suprême, car in fine, George W. Bush a été désigné par la Cour suprême à une voix de majorité. Eh bien, ceux qui pensaient qu'il serait illégitime se sont lourdement trompés, parce que pour les Américains, ce qui comptait, c'était le respect de la règle du jeu, c'est-à-dire la Constitution. Et cette Constitution a été respectée. Et d'ailleurs, George W. Bush, malgré toutes ses erreurs, a été réélu, alors là, clairement, 4 ans plus tard. Alors, je pense que je commencerai à m'inquiéter, je vous dis vraiment, je crois d'ailleurs que je l'ai écrit dans mes perspectives, je commencerai à m'inquiéter le jour où il y aurait une minorité significative d'Américains qui mettraient en question la Constitution. Si ce jour arrive, là, on peut commencer à s'inquiéter. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, pour l'instant, la Constitution fonctionne très bien. Il y a en effet énormément de garde-fous. Et comme je pense que Trump est un homme qui a très grand sens de ses intérêts, il y a quand même pas mal de chances pour qu'il évite de se mettre dans une situation où il serait confronté inévitablement à un procédure d'impeachment. Et si il est vraisemblable que le successeur de Trump sera, je n'oserais dire, un président normal, parce que après celui que nous avons eu récemment, on ne parle plus de ces choses-là, mais enfin, on pourrait avoir un président qui représente davantage le mainstream américain. Mais est-ce qu'il n'y a pas maintenant quand même aussi un risque au niveau disons, de la gouvernance mondiale, notamment des Nations Unies, d'une espèce de béance? Parce qu'il y a eu le P3, ce qu'on appelle le P3, c'est-à-dire qui est ce trio États-Unis, Grande-Bretagne, France, qui globalement a été l'élément central, le moteur des relations internationales, avant même l'ONU d'ailleurs, ça l'est depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, quand même, il est très ébranlé, puisque les États-Unis restent imprévisibles ou illisibles, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, est totalement replongé dans ses affaires internes sur le Brexit, et donc même s'il dit notre engagement à la sécurité européenne continue, ils ont quand même la tête ailleurs. Donc la France est assez seule. C'est une lourde responsabilité pour la France. C'est dire peut-être aussi une opportunité pour la France. Mais est-ce que ça ne fait pas quand même est-ce que cela ne crée pas une situation inédite? Alors là, je vais vous dire succinctement le fond de ma pensée sur ces questions. Bon. Je pense que nous, Occidentaux en général et Français en particulier, commençons peut-être seulement à comprendre les conséquences de la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire que tout ce monde supposé gouverné par le monde occidental qui, après sa victoire ultime contre le monde communiste, deviendrait l'équivalent du message de Fukuyama, hein, c'était la fin de l'histoire, tout ceci était une illusion idéologique qui s'est écroulée avec l'Union soviétique. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, enfin en tout cas la plupart des observateurs ou analystes ne s'en sont pas rendus compte. Aujourd'hui, nous nous trouvons de plus en plus dans une situation qui ressemble beaucoup plus à la normalité historique, avec cependant tous les éléments nouveaux qui sont apportés par ces phénomènes technologiques dont nous avons parlé dans la première partie de cette soirée. Et ceci nous conduit, et c'est pour ça que je vous parle du fond de ma pensée, quitte à choquer, je le sais, certains, ou comme il faut dire aujourd'hui, certaines et certains, je dirais ceci, c'est que nous avons poursuivi une sorte de... La guerre froide nous a tellement manqué qu'on l'a reconstruite. Hein, et c'est tout juste aujourd'hui, si on ne désigne pas la Russie comme aussi dangereuse, voire plus d'ailleurs, que ne l'était l'Union soviétique autrefois. Avec quelles conséquences? La conséquence, et pareil d'ailleurs sur l'Iran, vous allez voir où j'en viens, avec la conséquence que nous sommes en train, depuis plusieurs années, et moi je le dis année après année dans mes perspectives de Ramsès, que nous sommes en train de pousser toute une partie du monde oriental, en appelant le monde oriental celui qui commence à la fin du monde qu'on appelait avant occidental, c'est-à-dire c'est-à-dire dans les limites, c'est-à-dire tout le monde qui était anciennement communiste et une partie du Moyen-Orient, nous sommes en train de les pousser vers où? Vers la Chine. Voilà. Et je vous demande de comprendre, je crois d'ailleurs qu'on commence à peine à le comprendre, mais il faut que nous comprenions
que la Chine, pour laquelle d'ailleurs j'ai la plus grande admiration par ailleurs, ça n'empêche pas d'être lucide, mais elle a une très grande stratégie qui se manifeste, on peut rentrer dans certains détails, mais quand vous voyez, regardez par exemple la relation entre la Chine et l'Iran, regardez la relation entre la Chine et la Russie, regardez quand la Chine achète le port du Pirée ou met la main sur les chemins de fer qui partent de Grèce pour aller en Hongrie, hein, quand même, c'est bon. Posons-nous, sans parler de l'Afrique, etc., etc. Derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle une grande stratégie, et qui est d'ailleurs remarquablement bien conçue. Bon, pendant ce temps-là, nous, on continue dans nos petites disputes, qui sont très largement... je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de fondement, on peut en discuter, mais nous sommes en train de changer un équilibre... Nous sommes en train de changer un équilibre planétaire et on pourrait se retrouver dans 10, 20 ou 30 ans dans une situation qui ne serait pas forcément très agréable. Et tout à l'heure, je pensais en écoutant, je ne sais pas ce qu'il me fait là, mais... Hein, voilà. Oui, ça glisse. Voilà. Mais en écoutant, non merci Nicolas, non, en écoutant la précédente table ronde, qui était d'ailleurs tout à fait excellente, et je félicite les intervenants, mais je ne sais pas si nos grands experts sur ces questions m'approuveront, mais je connais des spécialistes des technologies de l'information qui disent que dans certains domaines, aujourd'hui, la Chine est plus avancée que les États-Unis. Et par exemple, les tout derniers développements sur l'informatique quantique, où il y a des développements fulgurants en Chine, et les Chinois sont parfaitement capables technologiquement d'isoler la Chine du reste du monde. Pour l'instant, ils jouent finement parce qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'ils ont toujours intérêt à avoir des canaux ouverts, et bien évidemment avec le monde. Mais enfin, rendons-nous compte que malgré ces technologies extraordinairement nouvelles, il y a quand même un arrière-plan de rapport de puissance qui, lui, est d'essence extrêmement classique. Alors, il faut comprendre tout ça. On est en train de rentrer dans, finalement, un monde d'avant 14, d'équilibre de puissance, de rivalité de puissance, avec quand même cette espèce d'aspect très étrange, qu'à la fois la Chine est le principal rival des États-Unis, et en même temps son principal partenaire. Oui, mais vous savez, en 1914, c'était ça, justement. On avait une situation... Mais enfin, je crois quand même que le monde est très différent, cependant, parce que, personnellement, j'ai toujours pensé que pour préserver la paix, en employant le mot paix dans une acception extrêmement large, il fallait à la fois la sécurité collective et la balance of power. C'est-à-dire que quand on parle du monde ancien, on pense balance of power, on pense équilibre des forces. Et en plus, avant 1914, dans des situations qui étaient d'autant plus complexes, qu'il y avait toute la pratique des traités secrets, de la diplomatie secrète, etc., qui est une chose qui aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des accords peu connus, mais la notion de traité secret n'existe plus, et qui a très largement contribué au drame, au glissement vers la Première Guerre mondiale. Mais en général, les gens se représentent ces questions-là en disant, bon, ou bien on est dans le monde ancien, c'est-à-dire des rapports de puissance qui peuvent déraper de temps en temps et ça conduit à des grandes guerres, ou alors il y a le vieil idéal, hein, puisque Kant et l'abbé de Saint-Pierre et bien d'autres ont beaucoup disserté là-dessus, le mythe de la paix perpétuelle construit sur le droit. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il faut les deux. Et même à l'intérieur de l'Europe, la construction européenne, que je vois aussi comme une préfiguration d'une gouvernance mondiale, en petit, d'une gouvernance mondiale qui réussirait, suppose un équilibre interne. S'il y avait, ça a été d'ailleurs un problème soulevé, si l'un des pays, par exemple l'Allemagne, devenait très réellement, largement supérieur aux autres, et en particulier à la France, là, il commencerait à y avoir un vrai problème. Il faut les deux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'attitude
justement, on évoquait ce cas de la Chine, que nous devons avoir vis-à-vis de ce qu'on appelle ces démocratures ou ces démocraties libérales, qui, à la fois donc sont nos partenaires, on en parlait, qui en même temps commencent de plus en plus à affirmer dans l'arène internationale un discours alternatif, disant les valeurs, les droits de l'homme, la démocratie telle que vous la connaissez sont des valeurs occidentales, ce ne sont pas les nôtres, on a nos propres valeurs, il ne faut pas les imposer. Quelle doit être l'attitude qu'on a vis-à-vis de dire, bon ben voilà, oui, comme avant, charbonnier est maître chez lui, et finalement chacun a sa culture, sa vision du monde, pourquoi pas, ou malgré tout essayer de arriver à trouver des points communs justement au nom du droit. Alors, moi je pense que disons sur les très grands principes, ce qu'on appelle les valeurs, par exemple droits de l'homme, etc., je crois qu'il faut, démocratie, bon, ce sont des concepts d'abord, hein, il faut voir que ce sont des concepts. Bon. Et comme tout concept, c'est abstrait, alors, même si naturellement il y a des choses très concrètes derrière. Mais prenons l'exemple de démocratie. Bon, la démocratie, il se trouve que cet été, je me suis amusé à relire beaucoup de Rousseau. Bon. Parce que Rousseau fait partie de ces auteurs dont on parle plus souvent qu'on ne le lit, évidemment, surtout le contrat social. Bon. Là, par exemple, vous allez voir où je veux en venir. Bon. Mais chez Rousseau, il y a cette chose, cette démonstration absolument extraordinaire que le peuple souverain, c'est le peuple qui vote, hein, la majorité, bon, et donc s'il y a la majorité, mais donc de 50% plus epsilon, eh bien la majorité impose ses vues, d'une manière d'ailleurs fort peu, on ne fait pas beaucoup de distinction, hein, à la minorité. Alors vous me direz jusqu'ici, c'est clair. Mais là où ça devient très subtil, c'est que les 50% moins epsilon qui ont voté contre, dans quelle situation sont-ils? Ils sont, dit Rousseau, dans la situation où ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés, c'est-à-dire qu'en votant, ils se sont trompés puisqu'ils n'ont pas voté ce qu'il fallait, c'est-à-dire ce que la majorité a voté. Bon. Alors, c'est un raisonnement, mais c'est le raisonnement de Rousseau. Hein, c'est pas le raisonnement assez pré-totalitaire, d'ailleurs. Alors justement... C'est pour ça que je préfère Voltaire. Non, mais oui, mais Voltaire était très conservateur, finalement. Mais c'est un conservateur de progrès. Oui, mais alors attendez la fin de l'histoire. La raison pour laquelle... C'est extrêmement... C'est assez fascinant, comme naturellement c'est développé plus longuement, mais le raisonnement est fascinant, et évidemment, il a été très utilisé par les totalitaires. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un jour, dans un de mes voyages en Russie, je rencontre une dame d'un certain âge qui avait voté la première élection où Yeltsin, la première élection qui a mené Yeltsin, le président, c'est-à-dire Tatiana, 1996, si je ne me trompe. Non, c'est la première élection de Yeltsin. 91, oui, la première, oui, c'est ça. La première. Bon. Et elle est interviewée, et elle dit, alors celle-là, elle n'avait pas lu Rousseau, je peux vous dire. Hein. Elle a dit, non, je discute, elle me demande pour qui elle a voté. Bon. Et elle me dit, pour, je ne sais pas, pour un candidat, pour le candidat communiste, etc. Je veux dire, bon, mais alors vous n'êtes pas contente que Yeltsin soit élu. Et elle m'a dit, je me suis trompé. Hein. C'est-à-dire que sans le savoir, elle récitait Rousseau, et elle était extrêmement sincère. C'est-à-dire que le jeu électoral... Non, mais ça va très loin. C'est-à-dire que le jeu électoral consiste à deviner quelle sera la majorité, en réalité. Et donc, vous devez voter comme... C'est comme un jeu. On pourrait faire des jeux comme ça. Hein. Et donc, bien voter, c'est voter ce qui apparaîtra a posteriori comme étant la majorité. Ça, c'est le raisonnement de Rousseau, et que vous retrouvez... Bon. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que la démocratie est un concept, mais que les modalités de la démocratie peuvent être extrêmement différentes, même à l'intérieur
de la communauté occidentale. J'ai cité à l'instant l'élection de George W. Bush, la première, et les conditions dans lesquelles il a été élu. Bon, dans un pays comme la France, c'était incompréhensible. Qu'un président soit élu de cette façon-là, c'était incompréhensible. Et pourtant, aux États-Unis, c'était normal, parce que la règle du jeu était respectée. Donc il y a tout un continuum, il faut faire extrêmement attention à l'interprétation. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il est d'ordre historique. C'est que vous ne pouvez pas partir du principe, mettons que l'Irak, après avoir renversé Saddam Hussein, va brusquement se trouver épouser les modes de pensée de la démocratie occidentale. Bon, la moralité de l'histoire, c'est que je crois que nous devons, nous occidentaux, être fiers de ce que nous appelons nos valeurs. Mais d'abord, pour ça, ça veut dire de se montrer exemplaire. Je suis de ceux qui ont toujours pensé qu'il fallait être... C'était bien meilleur de convaincre par l'exemple que par le discours. Donc, essayons d'être nous-mêmes exemplaires, et ça aura probablement des effets de propagation infiniment plus puissants que des discours dans la catégorie « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que si nous voulons éviter de tous nous taper les uns sur les autres, eh bien, il faut bien accepter d'organiser le monde avec des règles qui font qu'on puisse travailler ensemble, coopérer et maintenir un degré raisonnable d'ouverture sans que nécessairement nous en soyons au même stade de, entre guillemets, progrès. Oui, voilà l'idée. Alors, vous avez dit à un moment que la mondialisation a recréé l'opposition sédentaire nomade à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, alors on voit ce retour de balancier, que vous évoquiez tout à l'heure, de réaction contre l'idéologie, cette idéologie de la mondialisation de l'après-mur, de l'après-chute du mur, et en même temps, il y a un retour du passé, un retour des identités, un retour de toutes ces choses qui avaient été, que l'on croyait finalement balayées. Oui, mais là aussi, il faut l'analyser. Hein. D'abord, là aussi, j'évoquerai un souvenir personnel du temps de la guerre froide. On était vraiment, c'était au début des années 80, et je me trouve en visite en Tchécoslovaquie, qui était absolument sinistre à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, alors que Prague est une ville magnifique, mais c'était absolument sinistre. Bon, et je suis invité à dîner par mon homologue pragois, qui d'ailleurs avait été précédemment ambassadeur ici à Paris. Et c'est le genre de dîner où on va avec des pieds de plomb. Hein, bon. Et donc on commence, ce qui fait d'ailleurs qu'on boit déraisonnablement, parce qu'on s'ennuie tellement, a priori, que... Bon. Mais en fait, pas du tout. Et je vois cet interlocuteur que, franchement, je prenais pour un plouc. Voilà. Et je m'aperçois, en discutant, quelques verres de vin aidant, que cet homme avait une connaissance de l'histoire de l'Europe qui était absolument extraordinaire. Et j'ai compris, c'est souvent des choses comme ça qui font des déclics, j'ai compris ce jour-là que quand on est dans le malheur, quand un peuple est opprimé, eh bien, il s'intéresse, il investit dans son histoire et dans l'histoire de sa région. Au contraire, quand les choses vont bien, on oublie l'histoire. Évidemment, il y a les spécialistes qui sont un peu les gardiens du temple, etc., puis un peu de curiosité, mais voilà. Et j'ai compris ça ce jour-là. Alors, transposons ça dans le problème, si on regarde le côté de l'islamisme, par exemple. Il faut remonter, la chute de l'Union soviétique a rouvert tout le jeu à partir de 1914, à partir des issues, c'est-à-dire la fin de l'Empire ottoman, la chute de l'Empire austro-hongrois, etc., etc. Tout a été rouvert à partir de ce moment-là. Bon. Et même sans être un grand expert du monde arabe, on voit bien que tout ce qui s'est passé après dans le monde arabe et l'ex-empire ottoman, tout ce qui s'est passé a échoué. Ils ont cherché à copier nos modèles. Je rappelle volontiers que, regardez, le parti Baas, par exemple, que ce soit en Irak et en Iran, a été célébré dans les années 70. Il était absolument célébré. Pourquoi était-il célébré particulièrement en France? Parce qu'il se disait socialiste et laïque. Bon, socialiste et laïque, que voulez-vous de mieux? Bon.
Et il y avait beaucoup d'espoir qui était mis là-dedans. Bon, tous les modèles, sans entrer dans les détails, ont échoué. Et il faut bien dire que nous, occidentaux, nous ne nous sommes pas conduits d'une manière particulièrement glorieuse avec ces pays. Bon, quand tout a été essayé, y compris d'ailleurs les méthodes du communisme, puisque le FLN, par exemple, au début en Algérie, a fondamentalement appliqué sous méthode aussi bien la conduite étatique que l'économie, suivant des schémas empruntés à l'Union soviétique. Ça a échoué aussi. Bon, que reste-t-il? Eh bien, c'était les idéologies empruntées avec des racines locales. Bon, c'était les idéologies qui étaient liées à l'islamisme. Et ça, la plus ancienne, nous le savons tous, c'était les frères musulmans égyptiens, qui étaient déjà extrêmement actifs au moment de l'éclatement de l'Empire ottoman et après la Première Guerre mondiale. Bon. Et donc tout ceci, évidemment, a dégénéré. Je ne vais pas m'amuser à jeter, ce n'est pas le rôle des blâmes, des machins, mais constatons que cette espèce de phénomène cancéreux dont tout le monde souffre aujourd'hui, est une conséquence très largement différée de tous ces drames, et on ne peut le comprendre, me semble-t-il, que dans une perspective historique. Bon, mais ça aussi, ça passera. Alors, revenons toujours au choc de cette année entre le Ramsès précédent et celui-là. Et parmi ces chocs, alors là, plus heureux, il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron, parmi ces éléments à même de changer le jeu. Et vous dites d'ailleurs que depuis l'arrivée de De Gaulle, jamais la politique intérieure française n'avait autant fasciné à l'extérieur. Est-ce que le simple fait, Emmanuel Macron, avec les mots que vous employez, sa fulgurance, sa jeunesse, est-ce que c'est en lui-même déjà un game changer pour la France à l'échelle internationale? Bon, alors, en tout cas, à court terme, oui. Alors, comme toujours, court terme, moyen terme, long terme, etc. Bon. Mais effectivement, moi je suis très frappé, comme beaucoup de ceux qui voyagent beaucoup dans le monde, par le fait que très franchement je n'ai jamais vu dans ma vie jusqu'ici, c'est brusquement un intérêt pour la France. Et alors ça veut dire quoi? Bon, bien sûr il y a le phénomène Macron, un président de la République de 39 ans, l'incroyable saga de son élection. Bon, il y a un phénomène un peu héroïque qui est en soi fascinant. Mais je crois avoir découvert autre chose de peut-être plus important. Il existe, je le reconnais, et avec un certain plaisir d'ailleurs, il y a une demande de France. C'est-à-dire que la France existe toujours, mais on n'osait plus attendre quelque chose d'elle. On n'osait plus attendre quelque chose d'elle. La France était considérée, parfois d'ailleurs, avec des mots très durs, et peut-être même trop durs, comme on peut avoir des mots très durs vis-à-vis de quelqu'un qui vous déçoit, si vous voulez. C'était une déception, si vous voulez, une déception. Bon. C'est-à-dire, au fond, cette France, la France qui a oublié ses racines. Alors, je crois que le phénomène Macron, de ce point de vue-là, était un instrument. C'est-à-dire que Macron a été, la saga Macron a été ce révélateur. Bon. C'est très frappant. Mais évidemment, le risque aujourd'hui, c'est la déception. Forcément. C'est-à-dire que plus haute aura été l'espérance, plus le risque de chute est élevé. Et d'ailleurs, on voit bien, puisque maintenant qu'on est entré dans le vif du sujet, je parle de la politique française, on voit bien déjà, même dans la presse américaine, par exemple, que les articles plus désagréables commencent à apparaître. Alors, il y a chez Macron à la fois cette idée d'un retour, que la France doit être une puissance tout court, non plus une puissance moyenne, et en même temps cette idée que cette souveraineté française, que ce retour de puissance ne peut se faire qu'avec l'Europe. Et il a cette phrase, je crois que c'est dans l'interview au Point, extrêmement ambitieuse, où il dit « Le rôle de la France, c'est de faire de l'Europe le leader du monde libre ». C'est extrêmement ambitieux. En même temps, c'est jouable, parce que c'est vrai que désormais, au Conseil de sécurité, avec le Brexit, la France sera le seul pays européen
comme membre permanent du Conseil de sécurité, le seul pays européen qui a par ailleurs la bombe nucléaire, le seul pays européen qui a une armée capable de projection et d'intervention rapide. Voilà, donc est-ce que c'est totalement un lyrisme enflammé, selon le technolyrisme que Emmanuel Macron emploie de temps à autre, ou cela vous semble finalement un pari jouable? Alors, l'aspect lyrisme est indéniable. On va dire c'est un peu exagéré. Enfin, c'est bon. Mais quelle est la vérité vraie qui est derrière ça? Elle est extrêmement simple. Hein. C'est que l'Europe, je ne parle pas du détail, de l'organisation de l'Europe. Ensuite, il y a plein de choses dont on peut discuter sur les détails de cette organisation. Mais l'Europe, c'était la construction européenne dans l'essentiel de son idée, est quelque chose que je pourrais appeler un bien public mondial. Parce que il faut voir que si l'Europe rentrait vraiment dans une phase de décomposition, il faut dire qu'on a eu chaud. Parce que là, on a Macron, mais enfin, on aurait pu avoir dans cette folie un deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. On aurait pu se retrouver, par exemple, avec ce deuxième tour. Il y a un certain moment, il y a eu cette crainte, n'est-ce pas, qui s'est propagée. On imagine, pour le moins, on aurait eu une période de grand désordre. Bon, et c'est un euphémisme. Bon. Donc, une Europe qui se serait qui commençait à se déliter méchamment, ça aurait été, je crois, un drame pour l'Europe elle-même, mais pour le monde entier. Et d'ailleurs, je crois qu'une des raisons pour lesquelles l'élection de Macron a aussi suscité cet enthousiasme, c'est qu'il y a eu un grand ouf mondial. On est passé à côté de cette catastrophe. Bon. Mais, et encore une fois, je ne parle pas comme un Européen naïf, hein, qu'il y ait énormément de choses à réparer en Europe. Et on est tous d'accord, ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Trump, puisque Trump, lui aussi, nous oblige à faire cet examen. Mais le deuxième point, c'est que pour que cette Europe soit consolidée, réparée, améliorée, etc., il faut une France forte. Et pour qu'il y ait une France forte, il faut une économie forte. Et pour qu'il y ait une économie forte, il faut faire ces fameuses réformes qui sont identifiées depuis une bonne vingtaine d'années, sinon plus, et qui n'ont jamais été faites jusqu'ici. Et je dirais qu'elle est là, la mission de Macron. Et que c'est facile de dire, moi aussi, je peux m'enflammer aussi, et beaucoup d'entre nous, on peut s'enflammer en disant la France peut être le leader grâce à nos valeurs, la Voltaire, qui compense Rousseau, ou l'inverse, que sais-je. Bon, c'est facile de s'enflammer sur tout ça, mais pour que la France, effectivement, puisse jouer ce rôle fondamental en Europe, que les Allemands eux-mêmes attendent d'ailleurs, parce qu'ils ont peur, les Allemands ont peur d'une excessive, et ils ont peur d'eux-mêmes, quelque part, je crois. Bon, ils ont peur d'eux-mêmes. Bon. Et donc, mais pour ça, il faut qu'on bouge sur le plan économique. Alors, il sera jugé là-dessus, Macron. Hein. Alors, une dernière question, avant de vous donner la parole pour des questions. Si vous étiez Emmanuel Macron, vous arrivez à l'Assemblée générale de l'ONU pour votre premier discours. Je m'imagine déjà. Voilà, à l'Assemblée générale de l'ONU, la 72e. Qu'est-ce que vous diriez en deux mots? En deux mots, vous connaissez la blague. Gorbatchev, à qui on dit, quand il est l'année unique où il a été président de l'Union soviétique, on lui dit, Mr. President, je ne sais pas pourquoi ça passe mieux en anglais, can you tell me in one word what is the state of the Soviet economy? One word, good. C'est OK, in two words, not good. Moralité de l'histoire, c'est toujours dangereux d'avoir à répondre en deux mots. Bon. Alors, disons une idée. Je vais vous décevoir, parce que l'Assemblée générale de l'ONU, c'est une grand-messe. Bon. C'est-à-dire que l'on vient pour célébrer, pour renouveler verbalement les promesses du baptême. C'est-à-dire que c'est un exercice cadré et obligé. Donc, qu'est-ce que je ferai? Parleriez développement. Non, d'abord, j'aurais choisi une très bonne cellule diplomatique
hein, comme l'actuel avec M. Philippe Etienne, par exemple. Et puis, je leur ai demandé de me faire un discours préparé qui dise tout ce qu'il faut dire. Bon. Et puis, naturellement, j'aurais mis ma patte. Hein. J'aurais changé quelques virgules par-ci, par-là, et puis j'aurais trouvé une ou deux idées. En gros, il faut faire ce qui est bien et pas ce qui est mal. Et que les gens, d'ailleurs, qui font ce qui est mal, c'est pas bien. Hein. Et on va voir ce qu'on va voir, mais généralement, on ne voit rien. C'est ça le problème. Bon, alors, je raconte ça sur le mode de la blague, mais c'est ça, l'Assemblée générale des Nations unies. C'est-à-dire qu'on vient pour renouveler les promesses du baptême. C'est comme, par exemple, pour ceux qui connaissent la conférence de sécurité de Munich, à laquelle je vais très régulièrement. Et là, c'est vraiment le milieu tous les vieux atlantistes qui sont là et qui répètent à peu près exactement les mêmes paroles. Et cette année, par exemple, c'était particulièrement attendu parce qu'on ne savait pas trop ce qu'allait dire Trump. Et c'est Pence qui est venu. Et quand Pence a récité l'Évangile, alors là, tout le monde était rassuré. Sauf les Russes qui n'étaient pas très contents, parce qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas très contents, mais enfin, le gros des croyants était rassurés. Donc je vous déçois, mais voilà ce que c'est une excellente réponse. Je pense que ça va être probablement ça.